Vous êtes en accord avec le repreneur sur la chose et le prix. Maintenant, comment faire? Quelles sont les étapes suivantes? Il va convenir de prendre attache avec un professionnel qui va pouvoir vous accompagner pour préparer dans un premier temps ce que j'appellerais de manière générique un avant-contrat, promesse de vente ou compromis de vente qui va venir poser un cadre juridique à vos accords en identifiant qui vend à qui, quoi, à quel prix et quelles sont les conditions qu'il y aura lieu d'avoir à remplir pour aller à la vente définitive. Ce premier cadre ensuite étant accompli, vous aurez à vous rapprocher des établissements bancaires, faire divers versages pour aller jusqu'à la vente définitive. Deuxième acte et deuxième temps de rencontre avec le professionnel, une fois toutes les opérations concrétisées, pour acheter de manière définitive le fonds ou, le cas échéant, les parts qui nous occupent. Tout cela est très vite dit. Le travail préparatoire est long, fastidieux et d'une grande précision. D'où l'intérêt effectivement d'être bien accompagné puisque nombre de choses trappes doivent être évitées. Notamment sur des éléments qui sont à recueillir, des diagnostics obligatoires, récupérer un bail, voir si celui-ci, le loyer a fait l'objet d'une indexation, lister le nombre des salariés, récupérer des contrats de travail, voir si il y a des évolutions qui sont prévues concernant ces derniers. Les acolytes pourront rebondir sur certains points, mais on a un travail d'analyse et qui est d'ailleurs vécu par le vendeur souvent comme étant un peu intrusif parce qu'on lui pose des milliers et des milliers de questions. Il a le sentiment que jamais on ne va cesser de le harceler et nombre de documents sont à transmettre par ses soins. Rien que pour la mise en place de ce fameux avant-contrat. Alors, l'avant-contrat, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le compromis. C'est le protocole, on appelle ça comme ça. Je vais vous dire la réalité, je parle de mon code réel, mais en fait, l'acte de vente, souvent les gens nous disent non mais je viens pas au compromis parce que le compromis, je viens que à la signature définitive. En fait, c'est l'inverse. Parce que l'acte de vente final, généralement, c'est ça qui est le moins problématique. Ce qui est le plus problématique, c'est quoi? C'est justement le rendez-vous du compromis. Parce que à la fois, c'est la première fois qu'on a véritablement ce travail d'analyse, c'est la première fois généralement qu'on est tous ensemble dans un bureau où on peut avoir une discussion sur des choses qui sont des fois extrêmement sensibles. On va fixer des règles du jeu. Je vous donne un exemple concret. Quand vous transmettez une entreprise du bâtiment, il y a un point qui est central et qui chaque fois pose une véritable problématique, c'est comment on traite les chantiers en cours. Et j'ai des chantiers qui sont commandés, ils vont être exécutés sur 2 ans, j'ai des acomptes qui sont payés, je les retraite comment? Ça, c'est des vrais points de débat et il est clair que c'est au moment du compromis et uniquement à ce moment-là qu'on va véritablement avoir de manière hyper précise et qu'on va poser sur la table tous ces éléments-là. Donc s'il y a un moment dans une session qui est hyper important, c'est certainement pas la vente définitive. C'est bien la rédaction de l'avant-contrat du compromis. Alors effectivement, ce qu'on voit aussi de plus en plus souvent sur des entreprises de taille significative, c'est qu'on voit en amont ce qu'on appelle une lettre d'intention. Une lettre d'intention, je vous fais simple, c'est un compromis modèle réduit où on a juste posé les 4 principaux problèmes. Donc c'est un peu l'équivalent de on se tape dans la main pour dire on va commencer à bosser ensemble. Ça remplace pas l'établissement d'un véritable compromis, qu'on en soit tous Quand on est au compromis, on a déjà fixé le quoi, qu'est-ce qu'on achète et le combien. Le compromis va permettre de cerner nombre de problématiques, des travaux qui sont à effectuer pour des mises aux normes. Est-ce que l'acquéreur achète en l'état? Est-ce que les vendeurs vont devoir y remédier à ces frais avant la vente? Poser également le principe d'une interdiction de concurrence, de rétablissement par le vendeur. Et il vous vend une activité pour laquelle il a pignon sur rue, va-t-il pouvoir se réinstaller juste après avoir vendu à 15 mètres de l'établissement qu'il vous a cédé? Non, évidemment que ce sera organisé. Après, tout est cas par cas dans ce contexte-là, puisque si vous avez créé une pâtisserie et que votre clientèle vient vous voir à 80 km, l'intuitu personnel est quand même très très fort. Si vous vous réinstallez à 15 mètres, évidemment le repreneur ne reprendra effectivement rien. Si vous vendez un bureau de tabac, les gens viennent au tabac. Ils ont le plaisir à avoir un interlocuteur connu et reconnaître son sourire. Mais effectivement, cette interdiction de rétablissement, en tout cas le fait de l'orchestrer et de l'organiser, fait partie des éléments primordiaux. Mais parmi des dizaines d'autres. Et encore une fois, tout cela est fixé à l'avant-contrat et à la vente définitive. Finalement, ce ne sont que des redites. Et d'ailleurs, les visages sont beaucoup plus détendus. C'est vrai.
D'où le fait et l'intérêt de préparer et de prendre du temps. Généralement, les gens disent « moi je veux que le compromis soit vite signé ». Non, c'est l'étape essentielle. Il vaut mieux qu'on prenne du temps sur la phase compromis et un peu moins de temps sur la phase session définitive, mais cette préparation est hyper importante. Un point sur lequel je voulais également rebondir. Vous savez, quand vous avez une entreprise avec des salariés, que vous avez un devoir d'information vis-à-vis de vos salariés. En pratique, ça se dit quand aux salariés? En pratique, ça se dit pas au début. Ça se dit même pas à la phase de signature du compromis. Pourquoi? Parce que quand vous allez informer vos salariés du fait que l'entreprise va être vendue, vous allez les inquiéter. Et vous allez non seulement les inquiéter, mais des fois, vous allez les inquiéter en pure perte. Pourquoi? Parce que votre acquéreur, potentiellement, il n'aura pas le financement bancaire. Donc, ça veut dire que si vous êtes en toute petite équipe, vos collaborateurs ils vont savoir que vous êtes en schéma de cession. Mais si vous êtes sur une entreprise avec beaucoup de salariés, d'hôtellerie, du service à la personne, il ne faut pas de but en blanc aviser vos salariés qu'il y a une cession. Il faut être certain que l'opération va se concrétiser parce qu'on a notamment la justification du fait que l'acquéreur est financé par la banque. Deuxième élément, je rappelle, les salariés, contrairement à ce qui était prévu à l'origine du texte, et quoi, ça fait 10 ans qu'on a cette obligation d'information à peu près. Initialement, c'était un véritable droit de préemption. C'est-à-dire que les salariés, ils pouvaient prendre la place de l'acquéreur et ils achetaient. Alors en pratique, je parle sous le contrôle, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très théorique. Donc effectivement, ils ont un peu adapté le texte en disant on ne va pas faire une préemption, on va simplement faire une information qui doit théoriquement intervenir 2 mois en amont, etc., sauf si le salarié répond tout de suite. Mais encore une fois, c'est susceptible de déstabiliser une équipe quand notamment ils apprennent qu'ils vont aller collaborer avec un des concurrents avec lequel ça se passe mal depuis des années ou avec une personnalité qu'ils n'apprécient pas. Donc l'information des salariés, c'est-à-dire leur générer une source d'inquiétude, il ne faut pas le faire au tout début de la session. Est-ce qu'on peut simplement rappeler justement les règles de poursuite d'activité par un repreneur en présence de salariés? Est-ce que la négociation est possible pour un repreneur de ne pas reprendre? Je vous fais la règle officielle, qui est quand même limpide, c'est que on parle d'une cession de part sociale ou on parle d'une cession de fonds de commerce, les contrats de travail sont repris dans leur état existant. Ce qui veut dire que le texte d'ordre public qui est prévu dans le Code du travail, il dit on ne touche pas aux contrats de travail. Les contrats de travail, ils sont obligatoirement récupérés par la personne qui reprend l'entreprise. Ce qui est source de difficulté, je vais vous donner un exemple concret. On reprend par exemple un bureau de tabac. Jusqu'à maintenant, on avait le propriétaire du bureau de tabac avec un collaborateur ou une collaboratrice. Et en fait, la reprise est faite par un couple. Logiquement, on va se dire, j'ai plus besoin du salarié. Et donc, on va faire un licenciement économique avant cession. Non, c'est interdit. Donc, si demain, on a un contentieux quelconque, le Code du travail dit, mais on n'a pas le droit, avant la cession, de rompre un contrat de travail parce qu'on est en train de la transmettre. Pour d'autres raisons, mais pas pour celle-là. Donc, effectivement, le principe en matière de contrat de travail, c'est la reprise automatique. Donc là-dessus, si vous avez une communication à avoir avec vos salariés, je vais leur dire très clairement, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir pour vos emplois, puisque par définition même, les contrats de travail sont automatiquement transférés. Deuxième élément qui est quasi automatiquement transféré, quelques exceptions, mais c'est tout ce qui est bail. Donc là-dessus, on a un besoin d'établir des diagnostics hyper précis sur la situation de votre bail, notamment sur sa durée. Je rappelle que notre ami banquier, lui, il veut avoir un bail qui est valable pour la durée du financement. Comme sur du financement pro, on est sur 7 ans ou plus. Ça veut dire que lui, il veut avoir un bail commercial en cours pendant au moins 7 ans pour ne pas avoir des mauvaises surprises sur une éventuelle évolution du revenu.